Elle nous exposera le parcours du soin de l'enfant avec des troubles des apprentissages selon la vision de la Haute Autorité de la Santé. Merci à vous. Après la pause café, on reprend avec une énergie renouvelée sur ce sujet du parcours de soins recommandé par la Haute Autorité de Santé. En discutant avec le comité d'organisation, on s'est rendu compte que ce document de 2018 du parcours de soins souhaité par la Haute Autorité de Santé n'était peut-être pas connu de la part de tous les professionnels. Et donc, je m'excuse par avance pour tous ceux dans la salle qui ont déjà travaillé très souvent avec ce genre de notions. Elles sont intéressantes cependant, parce que on peut voir aussi à quel point ce genre de notions sont déjà rentrées dans la pratique et combien elles sont maintenant quand même assez reconnues et utilisées. La Haute Autorité de Santé, c'est donc une autorité indépendante à caractère scientifique et qui vise à développer la qualité dans le champ sanitaire, social et médico-social. Elle a été créée par une loi de 2004 sur l'assurance maladie. Et elle a 3 missions. C'est d'évaluer les dispositifs, les médicaments. La Haute Autorité de Santé peut dire tel médicament est intéressant. Elle peut recommander des pratiques professionnelles, élaborer des recommandations, et elle peut mesurer, améliorer la qualité dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans les médecines, dans la médecine de ville et dans des structures médico-sociales. Il est donc intéressant, par exemple, on finira, si j'ai bien calculé le temps, par pouvoir parler de la nouvelle stratégie des TND. Il serait donc intéressant qu'il puisse y avoir des recommandations de bonnes pratiques concernant cette stratégie, concernant tous les TND. Alors, si on regarde sur le site de la Haute Autorité de Santé, eh bien, on trouve un certain nombre de documents qui sont publiés ces dernières années sur le trouble de l'attention, la conduite à tenir en médecine de premier recours. Ce document qu'on va commenter brièvement maintenant, comment améliorer le parcours de santé d'un enfant présentant des troubles du langage et des apprentissages. Et puis à partir de 2019, on a vraiment plusieurs publications sur l'autisme et ensuite l'autisme au sein des TND. Et on voit aussi que le Conseil d'État peut s'appuyer sur des recommandations de la Haute Autorité de Santé pour imposer à des psychologues d'utiliser les recommandations dans un dépistage. Donc, on voit que on a dit que c'est une autorité publique indépendante qui a une certaine force dans ses recommandations et qui vise à faire connaître et à recommander les bonnes pratiques. Donc, je vais revenir sur ce document qui n'est pas d'hier, hein, mais qui s'est petit à petit diffusé et mis en place, que vous trouvez donc sur le site de la Haute Autorité de Santé dans son intégralité et aussi, aussi en version synthétique. Donc, il y a une introduction avec, vous voyez, je vais une introduction sur ce que sont les troubles d'apprentissage et puis une description d'entrée de l'enfant dans ce parcours de troubles d'apprentissage avec ce que c'est le repérage, le rôle de l'enseignant par exemple dans la pédagogie différenciée, l'orientation de l'enfant,
et puis différents niveaux de prise en charge pour la démarche diagnostique, le traitement, les adaptations pédagogiques, et puis les 3 niveaux, donc le niveau premier qui est la première réaction, le niveau 2 qui est une démarche plus structurée avec un peu plus de complexité et surtout de coordination, et puis le niveau 3 qui est celui des centres référents. Enfin, il y a des réflexions sur les leviers mobilisables, et ces réflexions, en relisant pour préparer cette présentation, je me suis dit qu'en fait, elle sert beaucoup à structurer la réflexion sur ce qui reste intéressant, ce qui peut être aussi entendu de la part de toutes sortes de professionnels autour des troubles d'apprentissage pour pouvoir travailler ensemble. En annexe, vous avez une liste de participants, une synthèse des constats, donc quelque chose qui est assez facile à lire, et puis des choses très pratiques et concrètes, les signes d'alerte à l'intention du médecin, actions à mettre en œuvre. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on pourra prendre dans notre table ronde demain de professionnels. Les plaintes ou difficultés pouvant faire évoquer un TDAH, les bilans, ce qu'on attend de chaque bilan, et puis la façon dont a été menée la recherche documentaire. Donc, un document assez complet. Ce qu'il est, ce document, c'est un travail de coordonné entre plusieurs professionnels, associations de parents, professionnels de santé, enseignants, rédacteurs, relecteurs, qui décrit la situation, la problématique, et qui fait des propositions concernant cette organisation. Organisation sur le territoire français, mais organisation qui, plus ou moins, pourrait aussi, d'une certaine façon, être retrouvée pour les Français établis à l'étranger. Il répond donc à un besoin d'organisation des soins, mais ce n'est pas une recommandation de bonne pratique clinique. Ça n'est pas sur ce guide-là qu'un orthophoniste saura ce qu'il doit faire pour un enfant qui a des difficultés pour parler, ou ça n'est pas là-dessus qu'une MDPH pourra se baser pour savoir comment évaluer les besoins. Il contient des informations à l'intention des familles, des professionnels, et il précise la place respective de chacun dans ce parcours. Et donc, aussi, dans ce sens, c'est intéressant. Donc, je vais faire un bref parcours, une brève lecture pour vous donner envie de le lire sur le site. Puisque vous connaissez tous des enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement et des troubles des langages, des apprentissages, ce document est plutôt pour les enfants qui ont des troubles du langage, des apprentissages. Vous savez donc qu'on repère dans la petite enfance sur différents signes, et nous, professionnels, on essaiera de bien comprendre quels ont été les premiers signes d'alerte, parce que les premiers signes d'alerte peuvent déjà dire de quel genre de problème il va s'agir. Est-ce que c'est pas assez fort? Ah, désolée. Donc, dans la petite enfance, il peut y avoir des problèmes de langage, d'attention, de motricité, de graphisme. Et sur le carnet de santé, on devrait trouver aussi ces signes d'alerte avec les consultations aux âges clés. La présence de tout signe d'alerte nécessite une consultation et un examen avec un outil normé.
Je pense que demain, il va y avoir, le premier topo de la matinée sera sur les outils de dépistage, et qui sont donc dans ce genre, à ces âges-là. Les enseignants qui repèrent les difficultés, sur ce document, on dit « Ils informent rapidement et précisément l'enfant et ses parents des difficultés repérées et mettent en œuvre des mesures pédagogiques adaptées aux difficultés, à ses capacités, à ses caractéristiques. » Et donc pour faire une aide très précoce et le plus précoce possible, éviter une médicalisation, éviter d'avoir, de se demander c'est mieux comme ça, éviter par exemple que la difficulté d'avoir recours à un médecin, un orthophoniste, un psychomotricien fasse retarder les premières mesures pédagogiques. Un enseignant n'a pas besoin d'un bilan pour... moi j'entends avec un écho, mais c'est peut-être... c'est sans doute moi. N'a pas besoin d'un bilan pour voir que cet enfant a des difficultés dans ce domaine et qu'il peut y remédier. En partie, en tout cas. Ces mesures, ça n'est pas moi qui le dis, et les enseignants parmi vous le savent très bien. Elles sont déjà décrites dans des documents, et elles peuvent... il y a des interventions qui ont déjà fait preuve d'efficacité. Plus c'est précoce, plus c'est ciblé, explicite, intensif, redondant. Il s'agit, dans les premiers apprentissages, d'obtenir des automatismes. Il s'agit de faire en sorte de montrer à l'enfant, d'essayer de comprendre ce que l'enfant sait faire pour le mettre en situation de réussite, et si c'est trop difficile, d'ajuster pour aller par plus petite dose, peut-être d'une autre façon, pour qu'on arrive à ce qu'il puisse accrocher avec cet apprentissage. Et peut-être travailler aussi avec des petits groupes à besoins similaires. Et on doit évaluer rigoureusement l'utilité de l'intervention. Si on voit que les progrès ne sont pas suffisants, alors il faudra demander un avis médical d'emblée en cas de difficulté sévère, et ne pas attendre un an, ne pas attendre des mois qui sont précieux si une difficulté est durable. Donc tout ça, c'est très bien décrit dans ce document. Et je ne dis pas que ce soit facile de passer à la pratique, mais la description est vraiment... les mots sont bien choisis, et en tout cas, il me semble très, très, très juste. Il faut mettre une pédagogie différenciée s'il y a des difficultés de langage. Un enfant qui ne comprend pas, un enfant qui... on parle beaucoup aux enfants en maternelle, on leur déverse des flots de langage, et certains ont du mal à comprendre le langage. Et plus on fait des phrases longues, plus ils ont du mal à comprendre. Donc, passer un temps avec une stimulation 1 à 1, avec essayer de développer une communication spécifique avec cet enfant depuis la petite section de maternelle, c'est le moment où, si l'enfant a du mal à comprendre et à s'exprimer, il aura le plus tendance à développer une agitation, des difficultés de comportement qui s'amélioreraient si on arrivait à développer ces capacités d'interaction. Donc, avec un travail en orthophonie,
on pourrait, et des conseils aux parents, on pourrait certainement améliorer le comportement de cet enfant qui cherche à communiquer et qui n'y arrive pas. Ensuite, la prévention des difficultés de langage écrit, elle est possible en agissant sur les éléments prédictifs, donc développer le langage oral, le lexique, la syntaxe, et puis la phonologie, la conscience phonologique, la métaphonologie, toutes ces activités qui sont prévues en grande section de maternelle et qui sont très importantes pour donner une base au langage écrit. Ces difficultés de langage écrit, elles ont besoin d'interventions de décodage et d'encodage qui doivent être progressives, fréquentes et plus progressives et plus fréquentes chez les enfants qui sont en difficulté. On peut aussi travailler sur la construction du nombre avec des entraînements. Ici, il y a un certain nombre d'exemples qui sont donnés, les jeux de plateau, les manipulations, les expériences concrètes. Les enseignants ont cette connaissance d'outils et sinon peuvent aussi la développer. Il me semble, mais je suis médecin et je ne suis pas enseignant, qu'il doit être très difficile de mettre ça en œuvre quand il y a 25, 30 enfants dans la classe et que plusieurs sont en difficulté d'apprentissage et que quelques-uns ont des vraies difficultés d'attention, une agitation. Et il faut donc aider l'enseignant. Quelquefois, je pense que ça devient le rôle de l'AESH dont on a parlé tout à l'heure. Pour pouvoir inclure, quelquefois, il faut aussi pouvoir compenser auprès de... Enfin, voilà, pour pouvoir faire entrer l'enfant dans les apprentissages. Des difficultés de graphisme peuvent aussi être renforcées par des exercices de prégraphisme. Il faudra aider l'enfant à rentrer dans ces exercices parce que les enfants sont comme nous, ils ne font pas volontiers ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Et il faudra les encourager, leur donner des choses à faire progressivement, pas trop vite, pas trop difficile. Mais d'autres dans la classe seront déjà très forts en graphisme. Donc, moi, personnellement, je ne sais pas comment je pourrais gérer, même si je souhaite inclure tout le monde. Je ne sais pas comment gérer une classe où il faut pousser ceux qui savent déjà bien dessiner à continuer à représenter graphiquement et aider ceux qui ont du mal à rentrer dans le graphisme. C'est un défi, mais c'est vraiment très important de savoir que tous les enfants que nous diagnostiquons comme dysphasiques à 7 ans, eh bien, à 4 ans, à 5 ans, avaient déjà des difficultés sévères de langage oral. Tous les enfants que nous diagnostiquons comme dyslexiques sévères avaient soit des troubles phonologiques, soit des vraies difficultés à retenir les lettres en grande section de maternelle. Que tous les enfants qui ont une grande dysgraphie, ou des troubles praxiques importants, des troubles des fonctions exécutives, en grande section de maternelle, on le voyait déjà. Et par contre, tous les enfants qui ont des problèmes de langage en grande section de maternelle ne sont pas destinés à avoir une pathologie sévère. Donc, il faudra enseigner à tous, trouver les signes qui sont des signes de sévérité
se concentrer sur ceux qui sont en difficulté pour pouvoir les aider à investir ce champ avec joie et bonne humeur, même si ils ont du mal, hein, et savoir que le neurodéveloppement, il peut être très différent chez des enfants très différents, et que la mauvaise volonté chez un enfant de 5 ans, c'est quand même extrêmement rare. Donc, on en vient à dire qu'il faudrait consulter. Au niveau 1, c'est le médecin de l'enfant qui va devoir écouter les difficultés évoquées, recueillir les antécédents familiaux et personnels, puisqu'on connaît des antécédents familiaux qui facilitent les troubles du neurodéveloppement, retracer le développement de cet enfant depuis la période anténatale, l'accouchement, les premiers mois de vie, les premiers développements psychomoteurs, noter les appétences, les rejets de l'enfant, les conditions de vie, faire son examen clinique, essayer d'apprécier les compétences cognitives avec des outils de dépistage, donc je pense qu'on parlera demain, et le développement psycho-affectif, parce qu'il peut y avoir quelquefois des enfants qui hésitent beaucoup à montrer ce qu'ils savent faire, des enfants très, très inhibés, d'autres qui préfèrent ne rien faire plutôt que de se tromper. Hein. Et donc, il va falloir se demander pourquoi ce petit enfant a voilà, tellement de difficultés en classe. Et voir aussi l'aspect familial, que ce soit les répercussions de ces difficultés ou que ce soit le contexte. Dépister le trouble, selon les interrogations qui sont venues dans nos anamnèses, examens cliniques, eh bien, nous allons demander des bilans. Ce sera un bilan orthophonique, si c'est un problème de langage oralo-écrit, de psychomotricité ou d'ergothérapie, si c'est de la motricité ou de l'écriture. Si c'est nécessaire, il faudra faire une psychométrie, c'est-à-dire une évaluation des fonctions intellectuelles et qui montrera aussi comment se comporte l'enfant devant des épreuves normées. Et quelquefois, un bilan neuropsychologique plus large, selon l'âge de l'enfant et le type de difficulté qui est présente. Et aussi, un avis psychologique peut être demandé si le retentissement génère une souffrance. Hein. Donc, tout ça, ce sont des choses qui sont évoquées dans ce document et qui sont intéressantes. Le diagnostic différentiel, pour nous, ce mot veut dire essayer de distinguer s'il y a effectivement un trouble dans le langage ou les apprentissages ou si il s'agit d'un autre type de problème qui peut être de l'ordre de la psychopathologie pour certains enfants, qui pourrait être de l'ordre, je dirais, d'un trouble neuropédiatrique plus général. On peut imaginer un enfant avec, par exemple, des difficultés motrices, mais qui ait une forme assez fruste de paralysie, d'hémiplégie. Prendre un temps d'échange avec l'enfant, avec la famille, pour expliquer les hypothèses, les préconisations, les points à suivre, et puis noter dans le carnet de santé ou pour nous faire un compte-rendu très détaillé. Donc ça, c'est ce que doit faire un médecin au niveau 1, et il met en place donc un suivi qui va essayer d'aider l'enfant, la famille, à suivre les préconisations, observer quelle est l'évolution
de cet enfant avec ces préconisations et voir comment évolue cette fonction qui est travaillée. C'est une question, alors mon lieu d'exercice est un peu particulier puisque c'est un niveau 3, c'est un centre hospitalier universitaire et que nous travaillons pour des enfants qui ont des troubles sévères, mais quelquefois les familles reviennent nous voir et nous disent, nous on demande les bilans pour la MDPH. On va demander un bilan orthophonique pour la MDPH, on va demander le bilan psychomoteur pour la MDPH. Mais un bilan, ça n'est pas fait pour la MDPH. Un bilan, c'est fait d'abord pour que le professionnel qui travaille avec l'enfant sache quel a été l'impact de ce qu'il a travaillé sur les capacités de l'enfant, qu'il puisse le mesurer, qu'il puisse l'expliquer aux parents, et puis qu'on puisse voir si on continue cette prescription ou si on change quelque chose, ou si d'autres difficultés sont apparues, ou si en fait quelque chose qui nous semblait important, au fond s'est effacé et que une autre difficulté semble être plus importante. Donc, et ensuite, bien sûr, loin de moi, le fait de vouloir mettre un frein à ce que les bilans aillent à la MDPH, mais le bilan, il doit surtout servir à l'enfant. Il doit surtout être pensé en fonction de ce travail qu'on est en train de faire. Et il peut servir, donc le suivi que le médecin doit faire au niveau 1, ce sera aussi essayer de favoriser le lien entre la pédagogie et la rééducation. Puisqu'on a un enfant qui est à tel niveau scolaire, à telle difficulté, on sait que à ce moment, dans les objectifs à peu près à ce niveau scolaire, on demande telle et telle chose, l'enseignant devrait pouvoir compter sur telle ou telle autonomie de l'enfant et justement, il peut être, on devrait pouvoir donc faciliter en disant ça risque de lui être difficile vu ce bilan-là, ça risque de lui être difficile, donc on pourrait essayer comme ça, ou l'enseignant pourrait peut-être de cette façon-là, on essaye de créer une équipe autour des difficultés de cet enfant et pour que ça avance mieux et pour qu'il y ait plus de cohérence dans ce qui se fait autour de lui. Si les progrès sont insuffisants, alors il faudrait passer à un niveau 2 de coordination qui supposerait donc des diagnostics croisés, non pas seulement un bilan d'un orthophoniste par exemple, mais un regard coordonné d'orthophonistes, de neuropsychologues ou de plusieurs intervenants. Et si les troubles sont associés, durs, et que les intervenants ne sont pas satisfaits de l'efficacité des mesures de rééducation, alors qu'on puisse passer dans nos structures de niveau 3, qui sont pour les troubles les plus complexes ou durables. Enfin, ce guide évoque les mesures pédagogiques qui sont applicables, les plans d'accueil personnalisés, qui est une mesure de droit commun, ou le projet personnalisé de scolarisation, qui est évoqué lorsque l'enfant a une reconnaissance de handicap. Il y a des figures sur ce guide
dont je ne sais pas si vous voyez bien, ou si elles sont claires. Là, elles sont, enfin, à l'écran, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Non, c'est trop petit. Il s'agit de regarder un petit peu, ça c'est la fréquence des troubles selon le nombre d'enfants. On peut dire que il y a environ 10% d'enfants qui sont en difficulté scolaire dans une classe d'âge. Et on va dire qu'il y en a 1-2% qui sont en situation sévère ou très complexe. Et donc, on devrait pouvoir s'occuper des situations simples, bien sûr dès la classe, mais les mesures donc, pédagogiques et puis des mesures diagnostiques et thérapeutiques simples, pouvoir passer à une situation un peu plus complexe avec plusieurs intervenants, mais on est là, on a déjà moins d'enfants qui sont à ce niveau-là, et ne solliciter des centres référents de niveau 3 que si on est dans une situation très complexe, une difficulté très durable, des rééducations, je dirais, très freinées vu la sévérité. Et ici, on parle de MDPH si besoin, puisque il n'est pas, effectivement, je rejoins tout à fait les intervenants tout à l'heure, il n'est pas un enfant qui a des difficultés ou qui a un trouble, n'est pas forcément en situation de handicap. Ça dépend de nombreux facteurs. Alors, ensuite, on a encore... alors là, c'est juste, je vous dis, hein, c'est juste pour vous donner envie d'aller au document. Il s'agit de voir que la place de chacun, donc on a la famille et l'école, et puis des niveaux, celui-ci reprend le niveau, le document antérieur, et ça donne des explications ou des petites définitions qui sont intéressantes pour voir un peu le parcours que devrait pouvoir faire un enfant qui a des difficultés, soit qui sont bien prises en charge par des équipes de proximité, soit qui ont besoin de niveaux de compétences plus, je dirais, plus universitaires. Ce document, donc je le disais tout à l'heure, il date de début 2018. Il a été quand même très utilisé pour les échanges avec les agences régionales de santé pour voir quels sont les moyens à développer. En préparant ce colloque, on me demandait quels sont les grands changements qui ont eu lieu dans nos régions. Il n'y a pas eu beaucoup de création de niveau, de niveau 2 dans nos départements de l'Ouest parisien. Mais il y a eu beaucoup de nouveautés, puisqu'il y a eu toutes ces publications de la Haute Autorité de Santé, mais il y a eu aussi donc, la mobilisation autour des troubles du spectre autistique au sein des TND, la création des PCO, des plateformes de coordination et d'orientation 0-6 ans et puis 7-12 ans. Donc, dans certains départements, les plateformes de coordination 7-12 ans sont en train de se mettre en place pour le diagnostic des troubles et que maintenant, la nouveauté, avec une annonce en novembre, c'est la nouvelle stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement. Donc, j'avais préparé quelques diapositives pour vous les montrer et les évoquer entre nous.
Je ne sais pas si vous préférez qu'on fasse, si vous avez des questions pour maintenant, ou si vous voulez qu'on on évoque tout de suite cette nouvelle stratégie. Parce que, notamment, moi, je parle de ce que je connais voilà, des départements où je travaille, mais je ne connais pas non plus la situation des Français à l'étranger, sauf pour les enfants que je reçois qui ont pu être de Chine, du Vietnam, des États-Unis. Mais ce sont des cas qui viennent au compte-gouttes. Donc, s'il n'y a pas de questions pour tout de suite, ce qu'on peut peut-être faire, c'est passer à l'autre... à l'autre série de diapositives. Qui disait, voilà. Donc, nous étions dans la dernière ligne droite lorsque M. Macron a présenté, donc, a annoncé le 14 novembre la stratégie nationale sur laquelle plusieurs personnes de cette salle ont planché, si je comprends bien. Donc, d'abord, dans ces présentations, on rappelle qu'il s'agit des troubles du neurodéveloppement concernent une personne sur 6. Donc, c'est fréquent, avec des pourcentages qui ne s'accumulent pas, puisqu'il est fréquent qu'on présente plusieurs difficultés dans plusieurs domaines, notamment des troubles du spectre autistique et un trouble de l'attention, ou un trouble 10 et des troubles de l'attention, ou des troubles du spectre autistique et des troubles 10. Il y a plusieurs superpositions possibles. Donc, le document présente tout ce qui, enfin, ces étapes qui ont été faites, qui vont effectivement vers un travail de plus en plus coordonné, une espèce de décision politique, de vraiment faire avancer les choses. Résultat de concertation organisée et dans lesquelles, c'était en mai dernier, on a demandé, il y a eu une enquête qui était sur Internet et qui a réuni 96 000 suffrages, très poussés par les associations de parents d'enfants qui ont des troubles des apprentissages, entre autres. Et elles ont débouché sur 6 grands engagements et 81 mesures. Donc, bon, j'ai fait juste un petit listing de nouveau. C'est quelque chose que je ne vais pas vous expliquer à fond, d'abord parce que je n'ai pas été dans l'élaboration, et ensuite parce que je pense que si c'est un sujet qui vous intéresse, il faut vraiment aller regarder aussi sur quoi vous pouvez vous appuyer de ces stratégies pour obtenir, là où vous êtes, les moyens dont vous avez besoin. On veut amplifier la dynamique de recherche et accélérer la diffusion des connaissances auprès de tous les acteurs. Il faut pas enfin, on parlait tout à l'heure de l'inclusion. Il ne faut pas se leurrer, la plupart des parents qui viennent à la consultation avec des enfants qui ont des troubles d'apprentissage n'ont jamais pu imaginer qu'un enfant intelligent ait du mal à parler. Les parents même ne comprennent pas quand on leur dit, écoutez, votre enfant
un trouble du langage, alors que son raisonnement s'il se fait sur un support visuel, il est bon, il est de bonne qualité, mais il a des difficultés quand le matériel est verbal. Et de même, beaucoup de parents ont beaucoup de mal à comprendre, alors qu'ils connaissent leur enfant, alors qu'ils le voient, à savoir qu'il ne fait pas attention, mais il n'arrive pas à faire attention. Il a vraiment du mal et dans ce colloque singulier, hein, qui est celui du médecin avec les parents, on voit à quel point, jusqu'à ce que le médecin leur dise non, il s'agit d'un trouble, c'est ni de votre faute, ni de sa faute, ni de la faute du prof, c'est pas l'orthophoniste qui s'y prend mal, c'est que il a une difficulté réelle. Donc, à ce moment-là, il y a un deuil à faire d'une espèce de développement typique, standard, qui poserait aucun problème, comme s'il y avait des êtres humains qui étaient typiques, qui étaient standards et qui posaient aucun problème. Mais il y a une espèce de deuil à faire. Et donc, si les parents eux-mêmes ne mettent du temps à réaliser ça autour d'un enfant en particulier, moi je ne sais pas très bien comment est-ce qu'un enseignant qui a devant lui 30 enfants peut avoir une idée des compétences et des difficultés de chacun. Donc, oui, enfin je ne sais pas, il faut être extrêmement bienveillant quand on voit quelqu'un qui n'écoute pas ou qui ne participe jamais en classe ou qui rend toutes ses copies extrêmement sales et il faut être très bienveillant pour ne pas se dire il y a quand même de la mauvaise volonté. Et donc le fait de pouvoir se pencher sur cette difficulté, essayer de faire des bilans, comprendre ce qu'il a et faire un diagnostic, ça aide. Ça aide à comprendre, ça aide mais il nous faut accélérer la diffusion des connaissances parce que la connaissance autour des capacités, des difficultés d'apprentissage, dans la population générale, pas seulement chez les professeurs, hein, chez tout le monde, elle est quand même, elle est limitée, elle mérite, voilà, qu'on connaisse plus de choses. Donc, il y a une ligne de travail autour de la communauté scientifique, autour de la production de connaissances et les projets autour des différents TND. Donc, c'est bien fait, c'est très intéressant. Un deuxième engagement, c'est garantir une solution d'accompagnement à chaque personne, des interventions de qualité et intensifier la formation des professionnels. Je ne connais rien au fonctionnement politique, je dirais. Le ton d'un engagement politique, c'est très beau. C'est extrêmement difficile, hein, si vous regardez garantir l'accès à des réévaluations en prêtant attention aux pathologies. Garantir, voilà, c'est des lignes de travail pour aller dans ce sens-là, mais c'est très difficile. Intensifier l'effort de formation, donc c'est mettre à jour les formations initiales, former systématiquement les professionnels du secteur médico-social, les centres de soins, le nombre de professionnels formés,
sachant qu'en ce moment, enfin, à l'étranger, je pense que vous êtes en difficulté pour trouver des orthophonistes, mais sur le territoire français, trouver des orthophonistes, c'est extrêmement difficile, hein, même en région parisienne. C'est extrêmement difficile. Avancer l'âge du repérage et des diagnostics et intensifier les interventions précoces. Il y a un certain nombre de choses qui vraiment pourraient se passer mieux si des interventions précoces avaient été faites. Adapter la scolarité aux particularités des élèves de la maternelle, aux particularités des élèves, virgule, de la maternelle à l'enseignement supérieur. Donc, voilà, essayons de déployer les dispositifs nécessaires depuis le début. Alors, créer des conditions d'une scolarité sans entrave et soutenante. C'est magnifique. Mais c'est très bien réfléchi. Et c'est très positif. Et quand on le lit, il y a beaucoup de pistes pour s'appuyer pour les différentes professionnels qui travaillent là et pour les parents qui veulent collaborer. Accompagner les adolescents et les adultes dans les phases majeures de leur vie, notamment pour les plus en difficulté, dont soutenir la pérédance, intensifier les actions dans le domaine de l'emploi, prévenir le risque suicidaire, oui, bien sûr. Enfin, le sixième engagement, faciliter la vie des personnes, des familles, faire connaître les TND dans la société. Déjà, voilà, faciliter la vie. Là, je pense qu'il y a un grand travail des associations de parents, parce que faciliter la vie, il faut demander aux gens comment est-ce qu'on peut vous faciliter la vie. Et pour pouvoir rédiger des points qui soient comme ça absolument clairs. Donc, le premier document que j'ai évoqué date de 2018. C'est vieux, mais c'est déjà le fruit d'un gros travail. Celui-ci, ça date d'il y a 15 jours, et ça semble enfin, c'est vraiment structuré, mais ça peut rester des jolies phrases. Donc je pense que dans nos tables rondes et dans nos ateliers demain, on reviendra sur ce qu'on pense pouvoir faire dans chacun de ces domaines pour pouvoir progresser. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis disponible pour vos questions. Que faire? Alors, qui pose la question? Ce sont les parents qui sont dans le déni qui posent la question, ce sont les professionnels, et ils la posent au médecin. Comme pédiatre, j'avoue que je me suis retrouvée assez souvent dans ces circonstances-là. Peut-être pas très souvent, puisque on est une consultation, il faut vraiment pousser la porte pour arriver à avoir un rendez-vous chez nous, malheureusement, mais on arrive à le faire dans des délais raisonnables. Le rôle du médecin, c'est quand même d'essayer d'aider les parents à arriver au diagnostic en même temps que nous. Si il y a déni, s'il y a une forme de déni, c'est qu'il y a quelque chose qui a du mal à être lâché. Il y a peut-être une forme il y a un deuil qui n'arrive peut-être pas à se faire. Il y a une difficulté le déni, c'est une difficulté qu'on n'arrive pas à accepter. Si cette difficulté, elle n'est pas acceptée, je ne peux rien faire d'autre
que d'essayer d'aider cette famille à comprendre pourquoi est-ce que la difficulté n'est pas acceptée. Mais je peux le faire en tant que médecin. Je peux pas, je pense, je peux le faire en tant que médecin de l'enfant. Et je peux mener ce qu'on appelle un entretien motivationnel, essayer d'aider cette famille à comprendre, à relever les difficultés, à relever ce qui leur complique la vie au quotidien et essayer de comprendre pourquoi est-ce que... essayer de comprendre avec eux quel est leur besoin, qu'est-ce qui risque avec ce diagnostic. Mais je ne me sens pas, en tant que médecin, de les juger, d'être dans le déni. Parce qu'il y a probablement quelque chose de terrible qu'ils redoutent s'ils acceptent. Je crois que pour essayer de diluer le déni, il n'y a qu'un accompagnement avec beaucoup de compréhension. Mais, en même temps, je suis le médecin de l'enfant, je ne peux pas accepter, par exemple, je le dis quelquefois à des parents, je ne peux pas accepter qu'on lui demande comme si pour lui c'était facile, alors que pour lui c'est très difficile. Quelquefois j'ai dit, vous voyez, je pense à une petite fille concrètement, elle ne comprend pas, elle est toujours en train de courir derrière les autres, elle est de plus en plus triste, ça fait la deuxième fois que je la vois, elle est de plus en plus triste. Vous me dites qu'elle va y arriver, là je fais ça, elle n'y arrive pas, là je lui fais faire ça, elle n'y arrive pas. Est-ce que c'est juste de lui demander ce qu'elle n'arrive pas à faire? Moi je me mets du côté de l'enfant parce que j'estime qu'on n'a pas le droit de demander à un enfant quelque chose qui est beaucoup trop difficile pour lui. Il y a des enfants qui s'épuisent, il y en a qui sont... il y a des enfants assez jeunes qui sont dans la dépression tellement ils veulent absolument réussir à faire ce qu'on leur demande alors qu'ils n'y arrivent pas. Voilà, si j'étais dans cette situation-là, je crois que je demanderais conseil à un psychologue plutôt pour moi que pour les parents. C'est-à-dire essayer de comprendre ce qui se joue pour pouvoir les accompagner au mieux. Mais voilà, sans être dans le jugement. Je vous remercie. Merci à tous. On va faire un petit test. La prochaine intervention est en visio. Madame Schlumberger, je vous remercie. Je ne crois pas qu'on ait d'autres questions. Merci à vous. Merci.